Bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous sommes ici boulevard Eisenhower devant Thales. Les salariés sont inquiets notamment pour la section Thales Service liée à l'informatique. Y aura-t-il oui ou non une cession de l'activité? Info ou intox, gros coup de théâtre dans l'affaire AZF. Et enfin, un Toulousain a inventé le trottoir électrique. Malheureusement, cet inventeur doit s'expatrier aux États-Unis faute de financement. Ce matin, une partie des salariés de Thales bloquaient l'entrée du site boulevard Eisenhower. Distribution de tracts et pagailles sur les bas-côtés. Les syndicats ne veulent pas que Thales vende l'entreprise par petits bouts. Il y a d'autres sites aussi sur Paris qui sont touchés et aussi sur Grenoble, parce qu'il n'y a pas que Thales Service qui est touché. Il y a d'autres entités, il y a Thales Simulation en Angleterre qui est vendu, il y a TED à Grenoble, Trixel. Aujourd'hui c'est Thales Service, demain ça peut être Thales Electrical System ou Thales Avionics ou Dealer Cabine. Je pense qu'on commence à vendre par appartement. Oui. Pour l'instant, on ne parle pas de plan de licenciement, mais 130 salariés sur 600 de Thales Service vont quitter le groupe. Nos salariés sont transférés dans une coquille vide aujourd'hui qui s'appelle GFI Bus. Pendant 18 mois, on peut penser que rien ne va se passer, peut-être quelques licenciements individuels, mais après, tout peut arriver et on craint le pire. Les conditions dans lesquelles travaille GFI par rapport à celles de Thales Service nous font craindre pour la pérennité de l'emploi. Nos salariés sont un peu plus payés, un peu plus âgés, travaillent dans des conditions différentes et ne s'habitueront pas au contexte GFI, ça c'est sûr. D'autre part, certaines compétences clés ont d'ores et déjà démissionné parce qu'elles ne voulaient pas aller à GFI. Et réussir les affaires sans ces gens-là à GFI va être très très compliqué. La cession à GFI nous fait perdre le client Airbus et ne pas avoir le client Airbus quand on est une société de service à Toulouse, c'est gênant. Aujourd'hui à 11 h, le juge du TGI de Versailles a tenté une médiation entre les syndicats et la direction. Cette dernière a refusé. Le dialogue social semble bloqué. Tout ça est tout de même étonnant quand on sait que l'État détient 26% du capital. Que fait l'État? On se le demande, puisque nous on a interpellé l'État plusieurs fois dans notre conflit. Ça fait 1 an qu'on est en conflit, on a rencontré des ministres, on a eu des promesses et pour le moment on ne voit rien venir. Jusqu'à présent, le projet de cession continue pour nous. Le tribunal dira le 14 septembre prochain si oui ou non le CE a eu assez d'informations concernant la cession d'activité. Quelle que soit sa réponse, d'autres actions en justice, notamment au niveau des CHSCT, sont lancées par les salariés de Thales. La catastrophe d'AZF fait à nouveau parler d'elle. Cette fois, c'est par la plume du groupe Préventic spécialisé dans le management du risque. Dans le dernier numéro de sa revue confiée au journal Sud-Ouest, le groupe titre AZF, la contre-expertise. Les auteurs Laurent Jacob, ancien ingénieur de l'armement, et Hubert Seillant, universitaire, mènent l'enquête. Ils identifient des préparatifs criminels sur le site de la SNPE et démontrent qu'il y a eu 2 explosions le 21 septembre 2001. Pour eux, une fuite de carburant, peut-être intentionnelle, à la SNPE, serait à l'origine de la première explosion, laquelle aurait déclenché par vibration l'explosion de 2 bombes de la Seconde Guerre mondiale oubliées sous le site de l'usine AZF. 21 pages étayent cette théorie, écartant donc l'accident chimique privilégié par le juge d'instruction lors du procès. Une théorie qui tombe étrangement alors que la Cour d'appel de Toulouse doit rendre sa décision le 24 septembre prochain. Alors que les vacances s'en vont par la petite porte, le collectif Sauvons l'école de Haute-Garonne se mobilise. Parents d'élèves et enseignants dénoncent cette dernière rentrée Châtel comme étant la pire. Aujourd'hui, on a 26 décisions de fermeture ou d'ouverture de classe qui sont en suspens. Et en plus de ça, il va falloir également prendre en compte toutes les inscriptions qui ont eu lieu au cours de l'été. On sait que par exemple, rien que sur la commune de Toulouse, il y a eu 800 inscriptions en plus. Le collectif propose une dizaine de mesures d'urgence pour la rentrée, parmi lesquelles la restitution des 96 postes de RASED fermés ou l'aménagement d'une pause méridienne de 90 minutes dans le secondaire. Une manière de pallier des conditions d'enseignement sans cesse dégradées. On se trouve à la 3e place en partant de la fin sur le taux d'encadrement. Alors c'est lié à une configuration de département qui est à la fois très urbain avec l'agglo toulousaine et également très rural avec le sud du département, et le fait que cette spécificité n'est pas prise en compte par l'inspection d'académie, et in fine on se retrouve avec un nombre d'enseignants très faible, rien que par rapport à la moyenne nationale.
Le collectif espère beaucoup du gouvernement actuel et plus que des contre-réformes, il souhaite la mise en place d'un vrai dialogue constructif. Coupure de presse, émissions de télé, l'énorme couverture médiatique n'y aura rien fait. La petite start-up toulousaine Via Concept plie bagage direction New York. Après avoir cherché un financement français pour ses trottoirs podo-électriques écolo pour éclairer les rues, le jeune PDG de Via, Laurent Villerouge, a décidé d'exporter son idée outre-Atlantique. Pourtant, il y a un an, la mairie de Toulouse achetait ses premiers prototypes testés en centre-ville. Oui, mais voilà, lorsqu'il a fallu chercher des fonds pour attaquer la production en série, Laurent Villerouge s'est heurté à une certaine frilosité. Les banques, les investisseurs publics, privés ne veulent absolument pas jouer le jeu, sauf si vous avez une caution personnelle, à la fois financière, ou si vous êtes diplômé. Moi, j'ai arrêté les études après le bac, donc je n'avais pas de validation scientifique ou commerciale, dans le sens pur HEC ou école d'ingénieur. Donc c'était très compliqué. Pourtant, la mise pourrait sembler ridicule dans le monde du business, environ 1,5 million d'euros, mais aucun investisseur français n'a voulu s'y risquer. C'est donc vers le MIT à Boston et l'université Stony Brook à New York, qui surfent déjà sur la vague du energy harvesting, la récolte de l'énergie, que le jeune entrepreneur toulousain s'est tourné. Je suis allé avec mon bâton de pèlerin, en voyant que tous les horizons étaient bouchés ici, mais à Toulouse, France et Europe, et arrivé aux États-Unis. Avec ma tête farinée, j'ai réussi à trouver des interlocuteurs intéressés, motivés et qui valident les choses, qui les valident. C'est yes or no. Voilà, c'est la grosse différence avec ici. Ici, c'est paroles, il faut voir, machin. On se défausse tout le temps sur quelqu'un d'autre. Là-bas, c'est oui, c'est non. Et ça va très très vite, très très vite. Concrètement, l'objectif de Laurent Villerouge, c'est une industrialisation et un développement de masse de ces trottoirs récupérateurs d'énergie d'ici à 2 ans. Et ce quadra touche à tout ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il mérite également une idée de récupération de l'énergie des lave-linges. Une idée qui plaît évidemment aux Américains. Reste à savoir à quel prix le brevet de trottoir électrique a été vendu outre-Atlantique. À en croire Laurent Villerouge, le prix de la liberté. C'est déjà ça. C'est une des expos les plus importantes de l'histoire récente du musée des Augustins qui est proposée jusqu'au 14 octobre. Intitulée Corps et Ombre, elle propose une sélection de peintures de maîtres qui ont puisé leur inspiration dans le style créé par Caravage au XVIe siècle. Un style extrêmement novateur caractérisé par le jeu de lumière et d'ombre qui se dégage des toiles. Au départ, il y a une révolution dans l'histoire de la peinture. Caravage peint à Rome, dans les milieux populaires. Il crée des tableaux très différents de ce qu'on a vu, avec une intensité d'éclairage, une intensité de sentiment. Et quand il meurt, il y a besoin de faire appel à des jeunes peintres qui peignent de la même façon. Donc tous ces peintres venus de toute l'Europe vont imposer ce qu'on appelle le style caravagesque. Ce style caravagesque influencera peintres flamands et hollandais comme Anthorst ou Rembrandt. C'est la partie que met en lumière le musée des Augustins en association avec le musée Fabre de Montpellier qui présente lui des œuvres de peintres italiens, français ou espagnols. En tout, ce sont près de 140 chefs-d'œuvre du monde entier qui sont réunis. Et pour une immersion totale, les Augustins ont même prévu quelques costumes d'époque. Car s'il n'est pas donné à tout le monde d'être le Caravage du XXIe siècle, rien n'interdit par contre de se prendre pour un de ces modèles.